vendredi dernier au large des Sables d'Olonne. Cérémonie en hommage à Yann Chagnolot, l'un des 3 sauveteurs morts en intervention. Dans cette boîte blanche, Mélanie porte les cendres de son père. Pour sa sœur et son beau-frère, Yann repose là où il l'aurait voulu, dans la mer. C'est vraiment formidable. On va dire au revoir mon petit Yann. On l'oubliera jamais de toute façon. Ah non, ça c'est sûr qu'on l'oubliera jamais. Vous pouvez pas lui rendre meilleur hommage, ça c'est... Il aurait plus qu'aimé, ça c'est sûr. Il est là où il doit être, voilà. Qui repose en paix maintenant, voilà. La mer qu'il a toujours essayé de dompter pour sauver des vies. La mer qu'il accueille aujourd'hui, pour toujours. Yann Chagnolot, Dimitri Moulik et Alain Guibert. 3 sauveteurs morts le 7 juin dernier alors qu'ils portaient secours à un pêcheur pris dans la tempête, disparu lui aussi. 3 marins professionnels qui exerçaient comme sauveteurs bénévoles au sein de la Société nationale de secours en mer. Que s'est-il passé ce jour-là? La vague, j'ai eu le temps de la voir, j'ai levé la tête et elle était vraiment... On avait l'impression d'avoir un immeuble à côté de nous. Ce drame aurait-il pu être évité? C'est du grand n'importe quoi. Bah oui, bien sûr, il y a de la colère. Qui sont ces hommes qui font face au danger? En France, ils sont 8000 à donner de leur temps libre bénévolement pour sauver des vies. On se dit pas qu'on va mourir, on n'y pense même pas. On y va, c'est tout. Sauver ou périr, la mer ce jour-là a été la plus forte. Voici les toutes dernières images de la vedette de la SNSM le jour du drame. Il est 11h22. En pleine tempête Miguel, le Jack Morisseau sort du port des Sables d'Olonne pour porter secours à un chalutier en difficulté. La mer est démontée. Le vent souffle à plus de 120 km/h. Les vagues font entre 6 et 8 mètres. À bord, 7 sauveteurs. Dans moins de 30 minutes, 3 d'entre eux vont mourir. Depuis l'accident, les membres de la SNSM ne se quittent plus. À la station des sauveteurs, les réunions se succèdent. Sur un mur, les photos de leurs 3 copains disparus. 4 sauveteurs qui étaient à bord du Morisseau ont survécu. Parmi eux, David Bossard, dit Plomplon. Il s'en sort avec une hanche fissurée. Son métier, scaphandrier. C'est peut-être bien ce qui m'a sauvé d'ailleurs. Le fait d'avoir toujours été toute ma vie dans l'eau, quoi. Christophe Monroe est lui aussi un miraculé. Dans la vie, il est plongeur chez les pompiers. Le 7 juin, au moment où le bateau sort du port, ils sont tous les deux à l'arrière de la cabine. Très vite, une déferlante plus forte que les autres percute le bateau. Les vitres ont explosé, on s'est retrouvés malheureusement dans ce bateau rempli d'eau, à prendre de bateaux électrisés parce qu'on prenait du jus partout dès qu'on touchait quelque chose. On est sortis parce qu'on a rouvert la porte pour pouvoir vider le bateau, qui était rempli d'eau, il fallait absolument le vider. Une fois sur le pont, une autre vague les éjecte par-dessus bord. La vague, j'ai eu le temps de la voir, j'ai levé la tête et elle était vraiment... On avait l'impression d'avoir un immeuble à côté de nous. Mais j'ai regardé David, j'ai compris, je lui ai fait signe que c'était fini. C'était pas possible. Qu'on allait partir et ça m'a arraché du bateau. Le bateau se retourne. À l'intérieur, 3 sauveteurs sont coincés. David et Christophe tentent de regagner le rivage, qui se trouve à près de 800 mètres. Impossible de nager, c'est des tonnes d'eau qui tombent sur la tête. On part au fond parce que la puissance de l'eau nous amène au fond. Partout, quoi. C'est tellement rapide quand vous arrivez à la surface que vous n'avez pas le temps de bouger, de vous regarder quoi que ce soit, ça repart. À un moment donné, j'ai dit, on n'ira jamais à la côte, quoi. Je suis baisé. Et j'ai vu
Je voyais la lueur de la route, enfin de la terre. Puis après, je me suis senti bien. J'ai dit, bon, de toute façon, je vais me noyer. Les pompiers sont là, tout le monde est là. Je vais rester quoi, 3-4 minutes en arrêt, ils vont me ranimer, puis c'est fini, quoi. Finalement, les vagues les ramènent vers la plage. Les deux hommes sont sains et saufs. Le bateau, lui, s'écrase sur les rochers. À l'intérieur de l'épave, les pompiers vont retrouver vivant Emmanuel Hubé. Il a réussi à trouver une poche d'air dans le poste avant du bateau. Yann Chagnolo et Alain Guibert, les deux autres qui étaient coincés, sont morts, noyés à quelques mètres de lui. La troisième victime, Dimitri Moulik, lui aussi tombé par-dessus bord, n'a pas réussi à rejoindre la côte. Qui sont ces sauveteurs, présents sur toutes les côtes de France, prêts à risquer leur vie pour en sauver d'autres? Au moment du naufrage, une autre équipe de la SNSM affronte la tempête Miguel. Ce sont les marins de l'île de Ré. Ils filment eux-mêmes leur opération de sauvetage. Leur objectif, un voilier qui a chaviré et qui part à la dérive. Il est dans l'eau, tu le vois. Prenant tous les risques, les secouristes se jettent à l'eau pour récupérer le voilier en perdition et le remorquer. C'est à ce moment-là que Denis Chatin, le patron de la station de Ré, entend le message de Mayday, le SOS lancé par le pêcheur des Sables d'Olonne. On ne pouvait pas larguer la remorque pour aller sur le Mayday. Donc c'est les Sables d'Olonne qui ont été engagés. Et on a suivi ça un petit peu en live parce que, évidemment, à la radio, ça parlait. Et c'est là où on a appris que le bateau, la 61 avait chaviré. Voilà, donc on était tous très très inquiets, on avait des frissons dans le dos, parce qu'on savait très bien ce qu'ils allaient trouver dehors, puisqu'on en revenait. Après avoir ramené le voilier au port, Denis et ses hommes apprennent le lourd bilan de la catastrophe. On est reparti en mer l'après-midi avec toute l'équipe pour aller sur les vagues, verser quelques petites larmes pour les copains. Quand il n'est pas sur l'eau, Denis est restaurateur. Comme les 8000 sauveteurs français, il sort en mer sur son temps libre, bénévolement. Et pour rester opérationnel, il s'entraîne toutes les semaines avec son équipe. On va faire un entraînement d'homme à la mer. Donc Baptiste va faire la victime. Geoffroy, Clément, vous allez faire les deux plongeurs. Entre l'activité des pêcheurs et les touristes, sa station est l'une des plus actives de la région. L'an dernier, son équipe a ramené à terre 154 personnes. On simule toute situation de sauvetage. Donc ça peut être un bateau qui coule, un bateau en feu. On essaie de faire du médical parce qu'on est quand même confronté à ça de temps en temps. Beaucoup d'hommes à la mer, beaucoup de nageurs. D'ailleurs, je le vois, il est là-bas. À 10h. Ouais, homme à la mer à 10h, Hugo, semble-t-il. Pour remonter la victime après. Allez, vous rentrez. En travers. Voilà. Ça va, lui? Ça va, mon pépère? Cette fois, le noyé reprend vite ses esprits. Pour ces professionnels du risque, l'accident des Sables d'Olonne ne changera pas leur état d'esprit, celui d'être toujours prêt à s'engager. Ce jour-là, ça aurait pu être vous aussi? Oui, tout à fait, oui. On aurait été engagé, on y serait allé de la même façon. Ça se refuse pas une mission? Non, ça se refuse pas. On peut changer d'avis au milieu, on l'a jamais fait. Si on voit que c'est trop gros, qu'on n'a pas les compétences ou le bateau suffisant pour faire l'intervention, mais pour le moment, ça ne nous est jamais arrivé. Pour avoir accepté sa mission, Dimitri, lui, a perdu la vie. C'est la plus jeune des victimes. À 37 ans, il était père de 3 enfants. Son métier, mécanicien dans un atelier de réparation de bateaux. Son frère John travaillait avec lui. Issu d'une famille de marins-pêcheurs, donc grand-père, père, oncle. Dimitri avait 2 passions. Les vieux bateaux qu'il retapait. Voilà, son bateau. Et la SNSM. Il était sauveteur bénévole depuis 2 ans. Le jour du drame, il n'était pas censé intervenir. Il était en vacances. Le mécanicien qui était sujet à être disponible était absent, hein, et c'est lui qui a été, quoi. Et il s'est pas posé de questions, quoi. Comme tous les copains qui étaient avec lui, hein. C'était son heure, c'était son jour, et puis voilà. Hein,
Pour lui, son frère est un héros qui connaissait les risques. Mais aujourd'hui, il en veut au pêcheur qui a pris la mer en sachant qu'une tempête se levait. Mais là, pour pêcher je ne sais quoi, là, avec des temps comme ça, mais c'est du grand n'importe quoi. Bah oui, oui, bien sûr, il y a de la colère. Bien sûr, c'est général. Bah, ouais. Maintenant, on n'évoque même pas son nom à ce garçon parce que il n'y a même pas de mots à dire, quoi. Je veux dire, c'est aberrant de voir ça. Qui était ce marin pêcheur? Pourquoi a-t-il pris ce risque alors que tous ses collègues étaient rentrés au port? Le voici sur cette photo, il y a 25 ans. Tony Guibert avait depuis pris sa retraite, mais il sortait encore pour pêcher la crevette et arrondir ses fins de mois. Sur celle-ci, il est avec son neveu, Cyril Nicolo, un des seuls pêcheurs qui a accepté de nous parler de lui. Il m'a appris plein de choses, il m'a appris le métier, entre autres, j'ai navigué avec lui sur quasiment tous ses bateaux. Quasiment, hein, parce qu'il est plus vieux que moi quand même. Donc non, faut pas lui enlever cette qualité-là. Bon pêcheur, c'était un casse-cou, parce qu'il aimait ça, il avait peur de rien. Quand Tony Guibert sort en mer avec son bateau vers 6 h du matin, la tempête n'est pas levée. Le retraité de 59 ans pensait avoir le temps de pêcher la crevette pendant quelques heures. Selon son neveu, il a pris un risque inconsidéré. De toute façon, on aurait beau lui dire ou quoi, il était borné. Il n'aurait rien entendu. Non. Non, comme il disait, personne ne m'empêchera de faire ceci, cela à la pêche, quoi. Alors après, moi, ce que je reproche quand même, c'était annoncé, c'était soutenu. Alors pourquoi être borné sur... j'en sais rien. Le corps de son oncle Tony n'a toujours pas été retrouvé. Au large de l'île de Ré, nous retrouvons Denis. On va mettre les watts là par contre. Mais aujourd'hui, il n'a pas pris la mer pour une mission de secours. Avec toute son équipe, ils se rendent à l'hommage national organisé pour leurs collègues des Sables d'Olonne. Il y a beaucoup d'émotions. Hein. Ah, ils sont tous là, regarde. C'est cool. Comme Denis et ses amis, des centaines de sauveteurs volontaires de toutes les côtes de France sont venus honorer la mémoire des marins disparus. Le président de la République, Emmanuel Macron, est là. Il savait, en marin, en homme de mer, qu'il prenait tous les risques. Il vient de remettre la Légion d'honneur à l'ensemble de l'équipage, aux disparus, mais aussi aux rescapés. Ça va les gars. Je pense que les gens vont enfin comprendre que nous sommes des bénévoles qui quittons notre famille, notre travail, nos amis à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, pas n'importe quel temps. On n'est pas rémunéré et on ne souhaite surtout pas l'être pour pas que ça change la philosophie de la SNSM. Denis et les autres bénévoles de la SNSM ont porté secours à plus de 9000 personnes l'an dernier. Des opérations financées à 80% par des dons privés. Une exception française.